Hervé Mokhtar Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur du Sénégal auprès de la Commission européenne et de Belgique, mais vous avez aussi, pendant de longues années, de 2016 à 2021, vous étiez ambassadeur de votre pays à Addis Abeba. Vous étiez au cœur de ce mécano de l'intégration africaine. Vous avez choisi de raconter cette histoire à travers un livre qui s'appelle L'unité africaine entre ambition et volonté au pluriel, avec sous ce titre un regard d'un ambassadeur africain en poste à Addis Abeba. Ces années Addis Abeba, comment pourriez-vous les résumer pour retenir l'essentiel d'une riche expérience? Ce sont des années d'une très grande richesse. Et aujourd'hui que j'ai quitté Addis Abeba, je réalise la chance que j'ai eue et je remercie encore une fois le président de la République du Sénégal de m'avoir permis de vivre ces forts moments enrichissants dans ma carrière diplomatique. Parce que Addis Abeba est une place forte de la diplomatie mondiale. C'est depuis Addis Abeba où les positions africaines sont préparées et où l'Afrique élabore sa stratégie en direction du monde extérieur. Et les 5 années que j'ai vécues là-bas ont coïncidé avec les efforts conjugués des 55 membres de l'Union africaine pour donner à l'organisation une meilleure assise financière. Je suis arrivé exactement l'année durant laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont réalisé que les difficultés financières dans lesquelles se trouvait l'organisation ne pouvaient pas continuer et que c'était pas viable et que l'heure était venue pour l'organisation de prendre à bras le corps le financement de ses propres activités, pour réaliser ses propres ambitions. Et donc, le processus a duré 4 ans. Ce n'est toujours pas terminé et j'ai pu donc me rendre compte combien les Africains étaient mobilisés pour donner corps à cette vision du panafricanisme, pour faire de sorte que l'Union africaine soit une véritable organisation respectée de par le monde. Ce sont donc des moments fort intenses qui m'ont permis de vivre les réalités intérieures de l'organisation que j'ai essayé de relater dans le livre. Oui, mais l'autonomisation financière n'est pas entièrement achevée. On est presque à mi-parcours. Que faut-il faire aujourd'hui pour que cette institution qui représente l'Afrique soit dans une indépendance et cette vision autonome qui est un élément essentiel pour maîtriser son destin? Ce qui manque, et vous l'avez souligné fort justement, l'autonomie financière n'est pas encore réalisée 5 ans après le lancement de ce nouveau mécanisme de financement. Et aujourd'hui, je suis au regret de le dire, ce n'est pas un secret, que l'Union africaine reste encore sous-financée et que l'Union africaine dépend presque à 65% encore de l'appui budgétaire financier des partenaires de divers ordres, européens, américains, etc. Oui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui manque, pour répondre directement à votre question, c'est un regain de volonté. Et ça touche un peu à la question que vous avez soulevée au début, volonté avec S. Oui. Cette volonté-là harmonisée, de faire marcher tous les États au même rythme, avec la même ambition de donner à l'Union africaine cette autonomie financière. Parce que nous sommes 55 États membres et il se trouve qu'il y a toujours des États qui n'appliquent pas ce nouveau mécanisme de financement. Et c'est ça, voici comment on est arrivé aujourd'hui à ne pas réaliser cette grande ambition de donner à l'Union africaine cette autonomie financière tant voulue et donc son indépendance d'action. Toute la respectabilité qui est attendue de cette organisation-là de par le monde.
Monsieur l'ambassadeur, pourquoi cette perception qu'ont plein de gens sur cette institution? Pour eux, c'est une bureaucratie à non plus finir. Elle est en décalage par rapport aux aspirations des Africains. Et quelle est la vraie vision de cette institution? En quoi est-elle utile? Parce que beaucoup s'interrogent sur sa vocation. Vous avez parfaitement raison et je partage cette analyse-là. Les chefs d'État et de gouvernement, la conférence des chefs d'État où siègent les chefs d'État et de gouvernement africains, est également bien consciente de ce que l'Union africaine est en déphasage avec les aspirations des peuples africains. Ce qui l'explique, c'est que les organes représentatifs des États ont la prééminence sur les autres organes. C'est-à-dire, en termes de hiérarchie, il y a la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le conseil exécutif qui réunit les ministres des Affaires étrangères, et puis le comité des représentants permanents qui réunit les ambassadeurs représentants permanents, qui sont également des représentants des États. Alors que de l'autre côté, les organes qui doivent représenter, par exemple, les citoyens africains, comme le Parlement panafricain, le Conseil économique, social et culturel, l'ECOSOC, la Cour africaine de justice, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ces organes-là, qui sont supposés être les porte-voix des populations africaines, ne sont pas dotés des mêmes pouvoirs que ceux qui représentent les États. Et c'est là où s'explique un peu le manque de compréhension, le quiproquo et le reproche qui est souvent fait à l'Union africaine de ne pas refléter le point de vue des populations africaines. Alors, la solution consiste à donner plus de pouvoir aux autres organes, à donner plus de voix aux autres organes pour une meilleure prise en compte, meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens africains. Oui, mais beaucoup d'Africains constatent que les Africains, quand ils sont entre eux, ils sont beaucoup plus dans l'incantation que dans l'action. On voit aujourd'hui l'immensité des défis qui se posent aux Africains. Et je pense que au niveau de la prise de conscience, chacun le sait, mais comment agir aujourd'hui sur une réalité qui est en train d'exploser? Ce qui manque, à mon avis, c'est la prise de conscience que le narratif qui provient de l'Union africaine ne correspond pas exactement, de mon point de vue, à ce qu'il devrait être, ne colle pas à la réalité géopolitique interne de l'Afrique et du monde entier. L'Union africaine a été créée pour accompagner au début des années 60 les indépendances africaines et pour lutter contre l'apartheid. Oui. Donc l'Union africaine, l'OIA, son ancêtre, a atteint ses objectifs primaires. Mais la transition a été difficile à réaliser. Oui. Et dans le fonctionnement de tous les jours, le narratif est resté celui de la contestation, celui de la décolonisation, celui de 1963, l'année de sa création. Et c'est ce qui plombe vraiment le fonctionnement de l'Union africaine et qui brouille un peu son image, qui ne donne pas la véritable vision de l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est faire évoluer le discours. Oui. Faire quitter le discours de la contestation à l'action, avec des moyens d'action. L'action appelle des moyens. Et là, on retourne à la question de l'autonomie financière. Je pense qu'en jouant sur ces deux leviers-là, on devrait pouvoir donner à l'Union africaine une meilleure image et la réconcilier avec les populations africaines et la préparer à assumer le rôle qui doit être le sien dans le concert des nations du monde. Avec votre connaissance de cette vue de l'intérieur, vous connaissez parfaitement le fonctionnement de cette institution et ses rouages. Aujourd'hui, que faut-il faire pour déplacer les nœuds, accélérer des processus? Aujourd'hui, il faut peut-être opérationnaliser différemment cette réalité pour plus d'efficience et plus d'efficacité. Je suis d'accord avec vous, des efforts sont en train d'être faits et c'est ça l'objet de la réforme institutionnelle parce que la réforme institutionnelle concerne d'abord l'autonomie financière, mais également le changement institutionnel
qu'il faut les réajustements au niveau structurel que nécessite l'Union africaine pour une meilleure prise en compte de ces objectifs. Alors, ce réajustement structurel concerne la limitation des missions parce que l'Union africaine travaille maintenant en étroite relation avec les communautés économiques régionales qui sont basées au niveau des sous-régions, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord, etc. Et l'idée, c'est de faire de sorte que l'Union puisse se spécialiser sur les enjeux globaux, c'est-à-dire l'intégration économique africaine, qui concerne tout le monde. Et sur la lutte contre les défis globaux comme les défis environnementaux, la migration, la lutte contre le terrorisme. Spécialiser l'Union africaine dans la prise en compte des défis globaux qui dépassent le niveau des sous-régions. Ça, c'est un des leviers sur lesquels on peut travailler pour rendre son action beaucoup plus visible. Est-ce que dans l'urgence, on est en capacité à apporter des réponses qui demandent du temps et qui demandent véritablement un investissement sur la durée? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait le ratio, l'Afrique sera capable de relever ces défis et de quelle manière, puisque vous connaissez bien les institutions? L'Afrique est bien capable de relever tous ces défis. Et le bilan est certes maigre par rapport aux ambitions affichées depuis 1963, mais il vaut quand même quelque chose. Il vaut son pesant d'or. Parce que l'Union africaine a quand même réussi à éradiquer l'apartheid et la colonisation sur le continent. L'Union africaine a réussi, à partir de 1999, à faire sa mue. C'est ce qui nous a permis de passer de l'OIA à l'Union africaine. L'Union africaine, comme vous connaissez bien les questions africaines, vous aussi, vous avez vu que nous travaillons à la mise en place d'une zone de libre-échange continental pour renforcer le commerce intra-africain. L'Union africaine a réussi à mettre en place un programme économique de développement, c'est-à-dire le NEPAD, les mécanismes africains d'évaluation par les pairs. Et s'est doté d'une vision stratégique appelée l'agenda 2063 à partir de 2013. Donc la vision, elle est là. Les défis sont tout aussi énormes que les ambitions affichées. Maintenant, ce qui reste, c'est d'avoir une volonté harmonisée, une volonté commune d'aller le plus rapidement possible et de lever les obstacles. C'est ça qui fait que on a l'impression d'avancer, mais on avance très, très, très lentement. Oui, mais aujourd'hui, avec ce qu'on voit au Sahel, c'est un exemple vraiment à réfléchir. C'est que le Sahel est en train aujourd'hui d'être rongé de l'intérieur par un terrorisme dévastateur, parce qu'il est en train d'antagoniser les communautés, d'allumer des feux partout. C'est que pourquoi aujourd'hui l'Afrique n'a pas réagi, n'a pas pris conscience de ce danger pour se mobiliser et peut-être traiter le problème collectivement. Le Sahel, vous avez parfaitement raison, est une poudrière. C'est une menace pour l'existence même de l'Afrique. Parce que le Sahel, il faut le rappeler, c'est de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, en passant par une partie de l'Afrique centrale. Donc l'embrasement du Sahel risque d'affecter une bonne partie du continent, presque tout le continent. Et le fléau du terrorisme est un fléau qui est transversal, qui doit appeler à une mobilisation générale de toutes les énergies. Alors la solution est déjà dans les documents de l'Union africaine. Comme vous le savez, l'Union africaine s'est dotée d'une force africaine en attente. La force africaine en attente, sa vocation, c'est de pouvoir être déployée sur les théâtres d'opération avec des soldats africains, uniquement africains, pour mener les combats qui doivent être les combats africains. Parce que nous sommes en première ligne et nos populations sont les premiers concernés par la situation. Malheureusement,
la force africaine en attente qui est déclarée officiellement opérationnelle ne l'est pas encore. Parce que les hommes peuvent être disponibles, mais le matériel ou les équipements, parfois, sont attendus des partenaires. Et ça n'arrive pas au moment souhaité. Et ce qui fait que ça retarde un peu l'opérationnalité de la force africaine en attente. Mais je suis convaincu qu'une fois opérationnel, le déploiement de la force africaine en attente, avec des hommes suffisamment entraînés, appuyés par des partenaires en termes d'équipement, peuvent jouer le rôle de vigie au Sahel et peut-être partout en Afrique. Peut-on dire, monsieur l'ambassadeur, vous étiez en poste au moment de la négociation entre l'Europe et l'Afrique, les accords post-Cotonou reflètent-elles véritablement les enjeux et les ambitions d'une région? Beaucoup jugent ces accords en deçà de la qualité et de la proximité, et surtout quand on sait que 30% des échanges de l'Europe se font avec l'Afrique. Oui, et c'est pourquoi il y a eu un changement majeur qui est important de souligner à ce stade, c'est que le nouvel accord qui sera signé prochainement, nous l'espérons au mois de décembre, va privilégier des compacts régionaux. C'est-à-dire l'Afrique, avec l'Union africaine, aura son propre compact avec l'Union européenne. Mm-hmm. Les Caraïbes, idem. Pacifique, idem. Donc, l'Afrique, avec ses spécificités géographiques, commerciales, ses contraintes de tous ordres, veillera à ce que ces préoccupations soient prises en compte de façon spécifique, détachées de celles des Caraïbes et du Pacifique qui ne sont pas les mêmes. Et c'est là où je réponds à votre question. Effectivement, est-ce que nous y sommes parvenus, oui ou non? C'est à l'application de l'accord qu'on le saura. Mais d'une manière anticipative, les Africains ont veillé sous la coordination des experts de l'Union africaine à ce que l'Afrique soit traitée de manière spécifique, puisque ayant des besoins spécifiques. Maintenant, quand nous nous reverrons peut-être dans quelques années, nous verrons si les craintes que nous avions soulevées à l'époque et les préoccupations qui avaient conduit à la signature de ces compacts régionaux-là ont donné leurs fruits, oui ou non. Mais je puis vous assurer que l'Afrique a veillé particulièrement à ce que ces préoccupations soient séparées, détachées des autres groupes régionaux. Mais il faut le souligner également, je ne sais pas si c'est pour le déplorer ou non, que l'Afrique a trois volets de coopération avec l'Europe. Il y a l'Afrique subsaharienne. Oui. Et puis, il y a les accords de voisinage qui lient l'Union européenne et les pays du Maghreb. Et puis, il y a un autre accord qui lie l'Union européenne à l'Afrique du Sud. Oui. Nous sommes tous des États africains et je pense que cette différenciation-là ne milite pas en faveur de l'unité africaine. Oui. Monsieur l'ambassadeur, vous avez, il y a 6 mois, il y a eu la guerre contre l'Ukraine. Est-ce que vous craignez, quand on voit aujourd'hui l'extrême bipolarisation du monde, est-ce que vous craignez des conséquences graves pour l'Afrique et on le voit déjà au niveau de la sécurité alimentaire africaine? C'est-à-dire que, comment voyez-vous en termes de traduction de ces enjeux géopolitiques sur le continent? Beaucoup craignent que le continent soit le champ clos des rivalités. Oui, je suis d'accord. C'est heureux que l'Union africaine, sous la houlette du président en exercice de l'Union africaine, le président du Sénégal, et le président de la commission, M. Moussa Faki Mahamat, ont très tôt mis en place à Addis Abeba une task force chargée de réfléchir et de formuler des recommandations sur le positionnement de l'Afrique par rapport à la situation en Ukraine. Oui. Il est évident que ce qui se passe en Ukraine a des conséquences en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Parce que ça se déroule entre deux pays qui constituent un grenier à céréales dans le monde. Et puis, une réservoir d'hydrocarbures
d'où s'approvisionnent beaucoup de pays du monde, pas uniquement l'Afrique. Donc, nous avons tous intérêt à œuvrer pour un cessez-le-feu, à œuvrer à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations sérieuses, susceptibles vraiment d'ouvrir la voie à la paix définitive. Et c'est sur cette voie-là que s'est engagée l'Union africaine, parce que nous savons que les conséquences seront terribles. Hein, ce n'est pas l'Union africaine, mais c'est plutôt le secrétaire général des Nations Unies qui a parlé de tsunami. Tsunami, ce qui se passe en Ukraine serait un tsunami sur le plan de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce n'est pas les Africains qui lui ont fait dire ça. Et ce sont ces experts au niveau de la FAO et du PAM qui ont alerté sur les dangers de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est pourquoi, dès le début du mois de juin, le président en exercice de l'Union africaine, accompagné du président de la Commission, ont pris leur bâton de pèlerin et se sont rendus à Sochi, où ils ont rencontré le président russe pour lui expliquer que ce qui se passe en Ukraine impactait le continent et que l'Union africaine, qui n'a pas de position sur le conflit, n'avait pas à souffrir de ce qui se passe. Le continent africain n'avait pas à souffrir de ce qui se passe en Ukraine. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il avait appelé solennellement à la libération des cargaisons de céréales de la mer Noire pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes sous l'égide des Nations Unies. Et ce qui s'est passé depuis quelques semaines, je pense que là, il y a moins de crainte, en tout cas pour ce qui est de la sécurité alimentaire, tant en Afrique qu'ailleurs. Et nous nous en félicitons. L'Afrique, c'est des matières premières, un continent à développer et à faire décoller économiquement. Aujourd'hui aussi, l'Afrique, c'est beaucoup de sous-développement. On voit, même si ce terme est un peu sévère, mais on voit il y a des avancées considérables depuis notamment 1963, depuis la création de l'Union africaine. Mais quand même, l'Afrique y emprisonnés complètement dans des situations soit de conflits internes ou de conflits frontaliers. Est-ce que aujourd'hui vous êtes optimiste de cet état des lieux et comment aujourd'hui voyez-vous cette sortie par le haut? Oui, il y a beaucoup de défis, énormément de défis, et je pense que nous aimons tous ce continent-là. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des difficultés et que nous ne pouvons pas détourner notre regard de ce qui se passe sur le sol africain et qui donne de ce continent-là vraiment une image hideuse, comme vous avez souligné ça de façon fort opportune. Mais à côté, il y a d'importants efforts qui ont été menés parce que il faut rappeler, et je pense que c'est important de le faire avant Covid, sur une décennie entière, l'Afrique a été le continent qui a enregistré le taux de croissance le plus élevé dans le monde. Je viens d'Éthiopie où, avant la guerre, avant Covid, le taux de croissance avait dépassé 10%. C'est important de le souligner. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays africain le plus développé. Et même chose au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où nous avons atteint un taux de croissance de 7% avant Covid. Donc ça, c'est important. Malgré nos difficultés, malgré nos contraintes de tous ordres, infrastructures, énergie, tout, nous avons des ressources qui sont aptes à faire développer le continent. L'Afrique, il faut le rappeler, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Oui. C'est 30 millions de kilomètres. Et nous avons une de nos principales ressources, c'est la jeunesse de notre population. Avec 1,4 milliard, 60% ont moins de 30 ans. Donc, je pense, l'urgence pour régler tous ces problèmes-là, parallèlement aux efforts qui doivent être menés pour améliorer la gouvernance politique, économique, faire de sorte qu'il n'y ait plus de guerre, régler les différends de manière pacifique, régler les différents inter-États, améliorer la gouvernance économique, éradiquer la corruption.
ce qu'il nous faut, c'est davantage investir dans le capital humain, former nos jeunes, leur donner de l'emploi. Oui. Parce que les richesses sont là, ils demandent à être exploités. Et puis les soigner. C'est pourquoi actuellement, des efforts sont en train d'être mis sur, par exemple, la souveraineté alimentaire et sur la souveraineté pharmaceutique et médicale, parce qu'il nous faut également soigner nos hommes. C'est pourquoi l'Afrique, qui a créé en 2015 le CDC Afrique, pour s'occuper des grandes pandémies, a récemment ratifié l'accord portant création de l'Agence africaine du médicament. Donc, il n'y a pas de quoi se décourager. Il faut continuer à travailler, améliorer la gouvernance politique, économique et investir pour vraiment réduire nos vulnérabilités structurelles et ainsi nous atteindrons l'émergence économique à l'horizon 2035. C'est toute l'ambition du président de l'exercice actuel. De l'Observatoire de l'Union africaine à Bruxelles, le siège de l'Union européenne, vous allez vivre une expérience encore plus forte où l'Afrique panafricaine va vous poursuivre en permanence. Comment aujourd'hui faire profiter de cette expérience unique? Parce qu'on le dit, c'est aussi l'équation personnelle qui compte pour transformer la réalité. Oui, et c'est tout heureux. Je pense que c'est une passerelle douce entre Addis Abeba et Bruxelles. Je souligne que l'Union africaine a un bureau de représentation permanente ici à Bruxelles. Et nous avons également un groupe africain très, très dynamique qui travaille en étroite relation avec la Commission européenne. Et il faut également le souligner, l'Afrique, de par l'histoire, a des relations très, très, très profondes avec l'Europe. Et donc, même en ayant quitté Addis Abeba, je garde au fond de moi-même cette passion pour l'Afrique. Et je continue d'ici à suivre les activités de l'Union africaine, de sorte que je puisse au moins faire de sorte que nous puissions avoir cet échange d'expérience, parce que ce que l'Union africaine est en train de faire est la même chose, peu ou prou, que ce que l'Union européenne peut faire. Et donc, je pense qu'il y a matière à échanger sur les expériences respectives de l'Union européenne et de l'Union africaine et essayer de tirer le meilleur de chaque organisation. C'est là où je trouve un intérêt particulier à être ici. Vous êtes un diplomate qui maîtrise à l'extrême sa parole et c'est pour ça que peut-être vous êtes là aussi. Mais il y a cette dimension chez vous de vouloir toujours dire une certaine vérité malgré le contexte diplomatique. C'est-à-dire que aujourd'hui peut-être il faut quel est le défi qui vous reste pour aller encore plus loin dans cette mutualisation par rapport à cette expérience? Moi, je milite pour que l'Afrique ose davantage dans son projet d'unification politique. Le sentiment que j'ai eu après avoir quitté Addis Abeba est que les pas vers l'édification d'une union africaine, une union politique à l'échelle africaine sont encore très timides. Très, très timides. Et 60 ans, parce que je rappelle que c'est l'année prochaine, en 2023, que l'Union africaine aura 60 ans. Mais 60 ans, sur l'échelle d'une vie humaine, c'est énorme. Ouais. On devrait avancer beaucoup plus vite. Ce qui manque, c'est un peu plus d'audace. Et c'est pourquoi donc je milite pour que nos États puissent donc avoir un peu plus d'audace, se faire davantage confiance pour se dire que définitivement, nous avons un destin commun. Et notre destin, c'est dans la solidarité interafricaine. Nous sommes africains, nous avons la même histoire, nous partageons le même espace géographique et nous devons vivre ensemble, nous enrichir ensemble, nous appauvrir ensemble et mourir ensemble. Ça manque. Et c'est pourquoi, quelque part, quand je mets volonté avec S, c'est ça, une des volontés, le pluriel de volonté là, c'est là où il y a problème. Deuxième élément, c'est que j'ai le sentiment qu'au niveau de l'Union africaine aussi,
la conception de l'unité africaine n'est pas la même auprès de tous les États membres. Pour certains, il est vrai que l'unité africaine théorisée par les pères fondateurs comme Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, reste un cri de ralliement, reste un discours mobilisateur. Oui. Mais il y a d'un côté ceux qui veulent aller rapidement ou en tout cas à des pas maîtrisés, il faut maîtriser ce qu'on fait, et ceux qui veulent cantonner l'Union africaine, disons, à un rôle d'harmonisation des positions. Et entre les deux groupes, parfois, il y a une certaine autoneutralisation et donc on avance très, très, très difficilement. C'est pourquoi donc j'appelle l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement, j'invite à un peu plus d'audace, à harmoniser, à s'asseoir, s'arrêter s'il le faut et à réfléchir sur donc l'ambition de réaliser cette unité politique à l'échelle continentale. Mokhtar Diop, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, dans la capitale belge. Merci de nous avoir éclairés et d'avoir donné cette dimension du global et du local. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Hichem. C'était un plaisir également pour moi. Merci.